Après 1 an d'attente. Il ne veut pas. Comme tu veux, je ne te convoque même plus. Je te regarde même plus. Et quand il jette son maillot par terre, avant le championnat, tu dis tu le porteras plus. Et il s'appelait Cantona. Je me rappelle des sifflets et que Eric malheureusement ne le prenait pas très bien. Il ne comprenait pas, même nous on ne comprenait pas. Lorsque l'on s'est quitté il y a 1 an déjà, j'ai bien rien branlé pendant 1 an. Cantona venait de partir du cocon familial de Giroud et était tout juste arrivé dans le club de son cœur, l'Olympique de Marseille. Peu de temps après son arrivée, il fut suspendu 1 an donc de l'équipe de France après avoir traité son sélectionneur de sac à mère. Mais pour cette 5e anecdote, mauvaise nouvelle, nous n'allons pas sous le soleil de la Canebière, nous allons dans le froid des Ardennes. Jour du match opposant l'Olympique de Marseille au Torpedo Moscou à Sedan. Cette rencontre peut vous paraître étrange, mais en fait c'est un match pour la bonne cause, car 1 mois auparavant, la ville de Spitak en Arménie a subi un terrible tremblement de terre. Un tremblement de terre qui a fait entre 20 000 et 30 000 morts. Donc l'OM s'est mobilisé avec le Torpedo Moscou dans le cadre d'une rencontre amicale pour reverser de l'argent aux sinistrés. Cette rencontre opposant l'OM et le Torpedo Moscou est donc un match de charité, pour la bonne cause. Mais avant et pendant le match, plusieurs éléments semblent tendre, semblent stresser Cantona. Petit récapitulatif. Élément numéro 1, le public le prend à partie et l'invective depuis le début de l'échauffement à coups de sifflets et d'insultes. Numéro 2, l'hiver, à Sedan, ça gèle. Et surprise, le terrain est gelé. Ce qui rend vraiment la pratique du football un poil plus chiante. Numéro 3, Cantona rate plusieurs passes et contrôles, très probablement à cause de ce putain de gel. Numéro 4, Cantona s'est pris la tête avec l'arbitre du match quelques semaines plus tôt lors d'un déplacement à Auxerre avec l'OM. Numéro 5, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cantona rate un nouveau contrôle. Le ballon sort et lui rebondit dessus après avoir heurté les panneaux publicitaires. À cause de sa frustration, il tire en direction du public. C'est à ce moment précis que l'arbitre va le voir et lui met un jaune pour qu'il se calme. Cantona lui répondant un poil irrité « C'est bon, t'énerve pas, je sais. J'ai pas besoin de ça. » Fin psychologue, l'arbitre se dit après cette remarque que Cantona a l'air un poil tendu. C'est alors qu'il va voir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Gérard Gilly, pour lui dire que la prochaine fois, il demandera à Canto de sortir. Gérard Gilly prend donc la décision sage de sortir son joueur pour éviter une situation inconfortable. Déjà que Cantona a traité son sélectionneur de sac à merde il y a pas longtemps, il aimerait bien éviter un autre scandale dans le cadre d'un match pour la bonne cause. Au moment de sortir, Cantona, désorienté par ce qu'on vient de lui dire, se tourne alors vers l'arbitre et jette son maillot dans sa direction. Le maillot de l'OM a été jeté tel un vulgaire torchon sur le terrain gelé de Sedan. Sur l'instant, la réaction de Cantona est remarquée par ses coéquipiers. Mais à la fin du match, Cantona s'est calmé dans le vestiaire et tout le monde passe à autre chose, on pense l'incident clos. Sauf qu'une personne à la poigne de fer assiste à ce jet de maillot. Un acte inacceptable d'après lui. Cette personne n'est nul autre que le président de l'OM, Bernard Tapie. Il va convoquer son joueur dans ses bureaux, son joueur qui ose jeter au sol le maillot de l'Olympique de Marseille. Même si Cantona ne voulait pas manquer de respect à son club en faisant ça, car c'était avec l'arbitre qu'il avait un problème, pour Bernard Tapie, cet acte reste impardonnable, car on ne jette pas par terre le maillot de l'Olympique de Marseille. Suite à cet incident, Tapie fait très clairement comprendre à Cantona qu'il n'est plus le bienvenu à Marseille et qu'il va jouer prochainement dans un nouveau club. Direction les Girondins de Bordeaux en prêt pour la deuxième partie de saison. À Bordeaux, Canto reste globalement tranquille, aucun incident à déplorer. Mais de retour de son prêt à Marseille en fin de saison, il repart FISA pour un autre prêt, direction cette fois Montpellier et son président fou, Loulou Nicolin. Mais de manière très surprenante, ce n'est pas avec le sulfureux Louis Nicolin avec qui Cantona s'est embrouillé, mais avec Jean-Claude Lemoux, milieu défensif, international français avec 2 sélections en 1983 et 10 années passées au PSG. Mais nous ne sommes malheureusement pas là pour parler de la carrière de Jean-Claude Lemoux, nous sommes là pour parler de Cantona qui lui a balancé ses crampons à la gueule. Je vais peut-être recontextualiser tout ça, non ? Avant le début de la saison, Louis Nicolin a énormément d'ambition pour son club. Et il ne se le cache pas, il vise le haut du tableau. Il faut dire aussi qu'il peut compter sur des joueurs de qualité tels que Laurent Blanc, Vincent Guérin, Carlos Valderrama ou encore Eric Cantona. Sauf que le début de saison est pas tip top.
Malgré ses bons joueurs, Montpellier enchaîne les mauvais résultats. Au soir de la 15e journée, le bilan est vraiment bof. Après une défaite contre Lille, Montpellier ne compte que 6 victoires, 1 nul et 8 défaites. Des mauvais résultats qui rendent l'ambiance dans les vestiaires un poil tendu. D'un côté, il y a les stars, Cantona, Valderrama, et de l'autre côté, les joueurs de devoir. Après ce match contre Lille donc, Jean-Claude Lemoux la mauvaise. Il grogne à un de ses partenaires. T'y crois ça? Les Lillois ils ont qu'une occasion et ils ont marqué. Notre problème à nous surtout c'est qu'on a des occasions mais qu'on marque pas. Cantona est au loin dans les vestiaires et il entend ses plaintes. Il a cru franchement que Lemoux reprochait le manque d'efficacité de ses attaquants. Sachant qu'une grosse engueulade a eu lieu quelques jours auparavant, il en faut vraiment peu pour mettre le feu aux poudres. Notre problème à nous surtout c'est qu'on a des occasions. Mais qu'on marque pas. お前はもう死んでいる。何？ Silence! En 15 ans de présidence, c'est la première fois qu'un joueur de mon club en vient aux mains avec un coéquipier. C'est grave et inadmissible. Tu dégages. Donc si vous avez bien suivi, vous avez remarqué que Cantona est en théorie joueur de l'Olympique de Marseille, mais son président lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu, à cause de ce qu'il avait fait. Tac, prêté à Montpellier. Après avoir jeté ses crampons à la gueule de Lemoux, son nouveau président lui dit qu'il n'est plus le bienvenu. On va pas se mentir, c'est un peu la merde pour Cantona. Nicolin contacte alors Tapi, mais ce dernier fait très clairement comprendre au président de Montpellier qu'il allait pas lui casser les couilles et qu'il allait le garder, Cantona. Après une courte suspension, Nicolin réintègre son joueur dans son équipe. Et finalement, le refus de Tapi est peut-être le plus beau cadeau qu'il a fait à Montpellier, car tout est bien qui finit bien. À la fin de la saison, Cantona et ses coéquipiers ramènent la première victoire en Coupe de France de l'histoire du club. Au final, l'expérience montpelliéraine a été bénéfique et Cantona est prêt à retourner à l'OM. Pour cette 7ème histoire, petite parenthèse, tricolore. De l'eau a coulé sous les ponts depuis que Cantona a appelé le sélectionneur sac à merde, et Cantona est de retour dans le groupe de l'équipe de France, il est même l'un des piliers de l'équipe construite par le nouveau sélectionneur, la légende, le triple ballon d'or. Une couille molle d'après Diego Maradona. Le meilleur joueur français de l'histoire, Michel Platini. Le 5 septembre 1990, la France affrontait l'Islande à Reykjavik dans le cadre du premier match de qualification pour l'Euro 1992. L'équipe de France remporte ce match par 2-1. D'ailleurs, le but de Canto est absolument dégueulasse. Sur un corner, Laurent Blanc dévie la balle au premier poteau et Cantona se retrouve le nez dans la pelouse et pousse le ballon dans le but, on sait pas trop comment. Vraiment dégueulasse. Cantona ayant marqué et ayant fait un bon match, vous vous dites sans doute qu'il n'y a aucune raison pour qu'il pète les plombs. Erreur, mes amis. À la 84e minute, les Islandais poussent et Platini veut renforcer son milieu de terrain qui commence vraiment à faiblir. Platoche décide donc de sortir Cantona pour faire rentrer Luis Fernandez. Cette décision, c'est un choix tactique, pas du tout une sanction contre Cantona qui a fait même un bon match. Gérard Houllier, qui était l'adjoint de Michel Platini en équipe de France à cette époque-là, a raconté dans la biographie de Philippe Auclair que ce petit changement a provoqué la colère d'Éric Cantona. Donc en sortant du terrain, Cantona pointe quelqu'un du doigt et rentre direct au vestiaire. Cette personne pointée du doigt serait Michel Platini, qui le suit calmement. A few moments later. Quelques secondes passent et en ressortant, Gérard Houllier raconte que Platini était tout blanc, complètement livide. Il se dirigea même vers son adjoint lui disant « Gérard, plus jamais je le fais sortir du terrain. » Pourquoi ? Parce que dans le couloir menant au vestiaire, un vacarme énorme en sortait. Cantona était scandalisé d'avoir été sorti par Platini à quelques minutes de la fin d'un match aussi tendu. Donc lors des 12 prochains matchs que le Français joua sous les ordres de Platini, il joua les 90 minutes. Sauf une petite fois contre la Suisse où il joua que 45 minutes. Mais vous savez quoi ? La véritable information, le véritable événement marquant qui a été révélé pendant ce match, c'est pas Cantona qu'engueule son sélectionneur. J'ai regardé le match et une grosse polémique opposait Bruno Martini à son entraîneur de la JOCR, Giroud. Et ça aurait fait plaisir à Giroud, car il y a gros conflit entre Giroud et Bruno Martini. Giroud veut que Martini porte des casquettes et Martini ne veut pas. Fin de la parenthèse tricolore et retour à Marseille. Cantona est de retour.
Gérard Gilly est encore l'entraîneur du club et il accepte de reprendre Cantona. Bon, Gérard Gilly est encore là, mais on lui savonne tranquillement la planche, le tout pour mettre Franz Beckenbauer à sa place. Mais ces changements de direction n'impactent pas le bon début de saison de Cantona. Que ce soit sous les ordres de Gilly ou de Beckenbauer, l'attaquant joue 13 matchs sur 14 possibles et aucune incartade est à signaler. Sauf que patatras. Lors du match du 28 octobre 1990 contre le Stade Brestois, Cantona se blesse. Il va devoir être absent pendant les 3 prochains mois de compétition. Et pendant ces 3 prochains mois, il va se passer 2-3 petites choses qui vont complètement changer la facette de sa deuxième aventure marseillaise. Sauf que pendant son absence, son nouvel entraîneur s'en va très vite de l'OM car il ne s'entend pas du tout avec le président Bernard Tapie. Beckenbauer est donc remplacé par Raymond Goethals. Et si le passage de Gérard Gilly à Beckenbauer n'a eu aucun impact sur l'apport de Cantona avec l'Olympique de Marseille, le passage de l'Allemand au Belge Raymond Goethals provoquera un énorme changement. Regardez, ça ce sont les statistiques de Cantona avant l'arrivée de Goethals. Ça ce sont ses statistiques après. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer qu'il y a une légère différence entre les deux. Mais cette mise à l'écart interroge. Quelle est la vraie raison qui a poussé Goethals à mettre Cantona sur le banc ? Première théorie. C'est un simple choix sportif. Raymond Goethals préfère utiliser Waddle, Papin et Abedi Pelé sur le front de l'attaque. Quand on a Papin, Waddle et Pelé. Si Platini a Waddle et Pelé, vous croyez pas qu'il le prend dans l'équipe nationale? Alors bon, où c'est que je vais mettre Cantona? Sur le toit? De plus, le comportement de l'attaquant français ne jouait pas en sa faveur. Il a clairement dit au coach qu'il refusait d'aller sur le banc au bout d'un moment s'il continue d'être remplaçant et de ne pas rentrer. Tu le veux pas? Comme tu veux. Je ne te convoque même plus. Je te regarde même plus. Tu es un professionnel, tu t'entraînes là. À telle heure, il y aura un entraîneur à ta disposition. Tu travailles avec le groupe. C'est fini. Sans bruit, sans cri. La deuxième théorie, c'est que Cantona aurait osé s'opposer aux pratiques de Bernard Tapie. Dans le livre de Philippe Auclair, Olmeta raconte que Cantona était un des rares joueurs à lui tenir tête. Cantona refusait par exemple de se faire des piqûres de vitamines. Peut-être que je dois mettre plus de guillemets pour que vous compreniez qu'on parle pas vraiment de vitamines. En plus de cette histoire de vitamines, on peut supposer que Cantona était très dérangé par les activités un peu illégales pratiquées à l'OM de cette époque-là, le détournement, peut-être la triche, la corruption. Les méthodes de Tapie ne lui plaisaient pas et il n'hésitait pas à le faire savoir à son président. Pascal Olmeta raconte qu'il n'y avait que 3 personnes qui osaient dire à Tapie ce qu'elles pensaient de lui, Bernard Pardo, Pascal Olmeta et Éric Cantona. Cantona était dégoûté parce qu'il voyait autour de lui. Olmeta rajoute que personne n'avait les couilles de dire merde à Tapie, mais si vous chiez dans les bottes de Cantona, tant que vous serez en vie, il n'oubliera jamais. Là, vous vous dites peut-être devant votre écran, ouais, mais si Goethals a bien affirmé que c'était son choix, c'est quoi le rapport avec Tapie? C'est pas Tapie qui a décidé ça. Alors pour rappel, Goethals a dû partir de manière précipitée du Standard de Liège en 1984 pour des raisons pas très nettes. Et je vais vous lire ce passage du livre. Donc en 1984, il avait dû quitter précipitamment Liège lorsqu'il était apparu que les joueurs du modeste club de Thor-Vasterschei avaient reçu de l'argent pour y aller mollo, lors d'un match de championnat 2 ans plus tôt. Goethals fut accusé de s'être servi de son capitaine, l'impressionnant Eric Guérex, marrant ça, comme intermédiaire et fut interdit d'entraîner en Belgique à vie. Donc la version de Goethals n'est pas forcément plus fiable ou plus honnête. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Belge et l'attaquant français ne pouvaient vraiment pas se voir. Enfin bref, la conséquence de tout ça, c'est que Cantona n'est plus le bienvenu à Marseille une nouvelle fois. Il ne joue que quelques minutes ici et là. Il ne participe même plus au déplacement de l'OM en Coupe d'Europe, alors que l'OM ira en finale quand même cette année-là. L'histoire marseillaise de Cantona est définitivement terminée, il ne retournera plus jamais dans le club de son enfance. Il doit se trouver une nouvelle porte de sortie pour rebondir encore une fois. Avant de terminer, petit retour sur la première histoire que je vous avais racontée dans la première vidéo sur l'histoire de ce lanceur d'œufs polonais qui était dans les tribunes. Donc depuis peu, Lionel Charbonnier a été interviewé sur RMC Sport et donc avait raconté cette histoire et a une version complètement différente de celle racontée par Giroud dans le livre. Donc je vous invite à la découvrir, j'ai mis le lien de la vidéo YouTube dans les commentaires. En plus, Lionel Charbonnier la raconte très bien, donc je vous laisse la découvrir. Nîmes, ville qui évoque l'image de la cité romaine par excellence, tant par la richesse de ses monuments hérités de l'Antiquité que par l'originalité de son tissu urbain qui les a intégrés harmonieusement au fil du temps. Je savais pas trop comment commencer cette partie.
Enfin bref. C'est donc à Nîmes que Cantona trouve sa porte de sortie en 1991. C'est Michel Mézy, son ancien entraîneur à Montpellier, désormais président de Nîmes, qui le convainc de tenter sa chance dans ce club qui vient tout juste d'accéder en première division à l'issue de la saison 90-91. En première partie de saison, les résultats sont mitigés à Nîmes. Au mois de décembre, Nîmes n'a que quelques points d'avance sur la zone de relégation et Cantona est un peu en première ligne car c'est la star de l'équipe et les supporters en attendent beaucoup plus de lui. C'est dans ce cadre que le 7 décembre 1991, la dernière incartade cantonienne en France a eu lieu. C'était contre l'AS Saint-Étienne lors d'une rencontre de D1 tendue car les deux équipes luttaient pour le maintien. Dans cette rencontre, la lutte est vraiment âpre. Sylvain Castendutch le raconte d'ailleurs lui-même dans une interview donnée sur Canal+ Sport de mémoire. Je peux l'avouer aujourd'hui, je lui ai jamais dit directement, Eric, parce qu'on s'est peu revus après, mais malheureusement j'ai utilisé quelques ficelles et quelques artifices pour le faire disjoncter. Il va craquer quand sur un ballon anodin, l'arbitre siffle faute. Cantona se saisit alors du ballon et le jette sur l'arbitre. Carton rouge, Cantona sort sans même attendre la décision de l'arbitre. D'après les aveux du joueur de Saint-Étienne, Castendutch, Cantona essaya même de lui casser la gueule à la fin du match. Quand même. Et même s'il a manqué son coup, c'est direction la commission de discipline pour Cantona. Lunettes de soleil, veste en jean et t-shirt Hugo Boss sur le dos, c'est avec une classe digne d'un acteur de cinéma que Cantona se rend à son jugement. Lorsque les membres de la commission de discipline doivent décider de la sanction, tout le monde s'attend à une suspension de 2 matchs. C'était le tarif prévu pour ce genre de comportement. Sauf que le président de la commission ne l'entend certainement pas de cette oreille et, je cite, « On ne peut pas vous juger comme un autre joueur. Derrière vous traîne toujours une odeur de soufre. Et l'on peut tout attendre d'un marginal. » Et il prononça une suspension de 4 matchs. Après cette décision, Cantona se lève et traite chaque membre de la commission présent ce jour-là d'idiot. Idiot. Idiot. La suspension est alors étendue à 2 mois et Cantona prend une nouvelle fois tout le monde à contre-pied, car 2 jours après, il annonce dans les médias qu'il prend définitivement sa retraite. Il met un terme à sa carrière. Même s'il reviendra sur sa décision, ce match avec Nîmes contre Saint-Étienne sera bel et bien le dernier avec un club français. La fin d'une aventure rocambolesque et le début de son histoire d'amour avec l'Angleterre. Et c'est tout pour cette deuxième partie sur les 9 coups de sang de Cantona en France que vous avez attendu pendant très longtemps. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. C'était Cyril Leclerc pour le Corner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yeah,